Le reconfinement est-il raté? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec nos 4 invités. Mathieu Reveste, infectiologue au CHU de Rennes, Magali Hichet, présidente de la FCPE d'Ille-et-Vilaine. La FCPE, c'est la Fédération des conseils de parents d'élèves. Franck Motion aussi est avec nous. Franck Motion, vous êtes agent immobilier et président de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, FNAIM Bretagne évidemment. Et puis Loïc Hervé. Bonjour Loïc Hervé, vous êtes DRH des régions Bretagne et Normandie pour Harmonie Mutuelle. Alors merci vraiment à tous de venir débattre en visioconférence. On vit, c'est vrai en ce moment, une période un petit peu étrange. Nous sommes à nouveau confinés et pourtant, ça ne saute pas aux yeux, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a encore beaucoup de monde partout, sur les routes, dans les villes, alors que cette deuxième vague de l'épidémie de coronavirus prend de l'ampleur. Alors vous, à vous en premier, vous travaillez donc au service de réanimation du CHU Pontchaillou. Quelle est la situation actuellement à l'hôpital? Alors bonjour, je travaille dans le service de maladies infectieuses et réanimation, mais effectivement en partie aussi en réanimation médicale. La situation est très difficile avec un afflux de malades très important et qui met sous tension de façon majeure l'ensemble de l'établissement hospitalier, mais plus exactement, plus largement l'ensemble des structures de soins et d'accueil de malades hospitalières sur l'Ille-et-Vilaine. L'Ille-et-Vilaine est le département le plus touché en Bretagne et la métropole rennaise l'est encore plus que le reste. Donc, on est dans une situation très difficile, si vous voulez, pour faire simple. Là, aujourd'hui, on est à plus de 110 patients Covid hospitalisés sur mon établissement. En gros, on fait plus 10 par jour et plus 2 à 3 en réa par jour systématiquement. Il y a beaucoup plus de patients à rentrer à l'hôpital qu'à sortir, victimes de Covid. Et ça s'associe aussi à un flux de malades très important pour les autres maladies. C'est ça la difficulté, la grande différence avec la première vague où finalement l'hôpital quasiment entièrement faisait surtout du Covid et le reste de l'activité avait franchement diminué. Là, le reste de l'activité n'a pas diminué. Et donc, c'est très difficile de faire face à ces deux flux. C'est très compliqué et l'hôpital est très sous tension, quoi. Cette deuxième vague là dont on parle beaucoup, elle est plus importante ou moins importante que la première aussi? On a du mal à se rendre compte. Peut-être qu'elle est aussi plus difficile on va dire, à éviter justement à cause du nombre de reports d'opérations que vous avez dû faire. Elle est différente surtout, c'est que la première vague, on a eu tous les malades d'un coup sur un temps très limité, alors que là, on a un afflux de malades régulier, important, mais prolongé surtout, et qui s'associe, comme vous l'avez dit, à aussi la nécessité d'accueillir d'autres patients avec d'autres pathologies qui, eux aussi, continuent à avoir besoin de soins. Et on ne peut pas déprogrammer autant qu'on l'a fait la fois première, parce qu'on n'a pas encore rattrapé le retard de déprogrammation de la première vague. Donc, on fait de la déprogrammation parce qu'on n'a pas le choix, mais l'équilibre est plus difficile à trouver puisque les déprogrammations, faut qu'on limite au maximum la perte de chance que ça occasionne pour les autres patients, bien évidemment. Quel est votre regard alors aujourd'hui sur ce reconfinement? Est-ce que vous pensez qu'il peut être efficace pour freiner l'épidémie? Ce qui est efficace pour freiner une épidémie contagieuse comme celle-là, c'est de diminuer au maximum les interactions sociales. C'est une maladie qui se nourrit des interactions sociales. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Et la seule façon de diminuer cette épidémie, c'est de diminuer les interactions sociales et tout est bon à prendre. Tout ce qui peut permettre la diminution des interactions sociales est bon à prendre puisque là, la situation est vraiment très précaire. Faut bien aussi comprendre que par rapport à la première vague, c'est que ça survient alors que les professionnels de santé, et quel que soit leur travail, les soignants, mais aussi les non-soignants, sont particulièrement épuisés. On ne s'est pas reposé cet été, clairement pas. Et donc, Alors, c'est qu'est-ce que difficile. ça veut dire? Quand vous dites que tous les moyens de diminuer les interactions sociales sont bienvenus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous appelez à un confinement plus strict pour diminuer encore ces interactions? Alors, moi, je suis que médecin, donc c'est pas à moi de faire les choix politiques et les choix économiques, industriels, etc. C'est pas moi. Ce que je peux juste dire, c'est que d'un point de vue scientifique, ce qui diminue les interactions sociales est important, et que là, en l'état actuel de l'épidémie, puisqu'on est vraiment sur la corde raide et avec un système de santé qui est au bord de la rupture en pratique,
tout ce qui peut permettre d'éviter les interactions sociales est bon à prendre pour le médecin que je suis. Après, comment faire ça? Moi, je ne suis pas médecin, je suis que médecin justement, je ne suis pas politique et je ne sais pas quels sont les impacts des différentes mesures qu'on pourrait prendre sur les autres aspects les seuls aspects sanitaires, si vous voulez. Mais moi, ce que je peux juste dire, c'est qu'il faut diminuer coûte que coûte et au maximum les interactions sociales. Après, je comprends bien, mais après, vous avez bien un sentiment aussi personnel quand vous sortez de l'hôpital, que vous voyez ce qui C'est se sûr passe que dans la rue, vous vous dites quoi? Vous dites j'étais de garde samedi en réanimation médicale et dimanche matin, en sortant de ma garde, qui avait été très difficile, hein, notamment à cause du Covid, c'est vrai de voir plein de monde dans les rues, ça m'a posé un vrai souci. Ça m'a posé un vrai souci parce que je me dis, mince, vous le disiez en introduction, hein, je ne suis pas sûr que les gens se rendent compte en fait de la situation qu'est la nôtre. Et quand je dis la nôtre, je ne parle pas que de l'hôpital, la nôtre à nous tous. Une épidémie, ça touche tout le monde, obligatoirement tout le monde. Bien sûr en termes de santé, mais pas que. On est tous touchés pour des questions économiques, sociétales, etc. Et une épidémie, il faut la vivre ensemble. Si on ne la vit pas ensemble et si on n'agit pas ensemble, on ne peut pas s'en sortir. Donc je pense qu'il faut que les gens se rendent compte de ce qu'on vit. Et ce qu'on vit nous tous, hein, on vit une épidémie, une pandémie qui est inédite à l'échelle de l'histoire, pas forcément en termes de nombre, il y a quand même eu déjà à l'échelle mondiale 50 millions de personnes touchées, hein, et de façon certaine, et probablement 3 à 4 fois plus, puisqu'on ne peut pas identifier tous les cas. Mais en termes de rapidité de dissémination à l'échelle de la Terre, on n'a jamais vu ça. Et c'est une épidémie qui est loin d'être terminée. C'est surtout ça, c'est qu'il ne faut pas penser que dans 2 mois, ce sera fini. Ça, c'est pas vrai. On peut espérer que cet été, on ait un vaccin qui nous permette de ralentir de façon drastique l'épidémie, mais si on n'a pas de vaccin, c'est loin d'être fini, quoi. Et donc, il faut qu'on la vive tous ensemble. Et il faut que les gens se rendent compte que la situation au niveau de la santé, et que ce soit pour les collègues libéraux ou que ce soit les collègues hospitaliers, est très, très, très difficile. Magali Hichet, vous, un confinement comme celui du printemps dernier, vous n'en voulez pas, hein. Vous dites les enfants ont besoin de l'école et les parents ont besoin de travailler aussi. Oui, alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a des parents au premier confinement qui ont perdu leur travail, hein, et qui ont retrouvé du travail là. Donc on ne peut pas leur dire aujourd'hui soit d'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants, même s'ils le feraient, parce que voilà, mais il faut aussi penser que derrière, il y en a qui se retrouvent à la rue aujourd'hui. Il y en a qui sont à la rue aujourd'hui parce que le premier confinement leur a desservi et leur a fait perdre leur travail. Il y a eu des enfants qui ont été battus, il y a eu plus de cas. Donc, un reconfinement comme le mois de mars, ça ne va pas être tenable. Aujourd'hui, on a les parents qui craquent. On essaye de leur expliquer qu'on prend des solutions, enfin que le gouvernement prend des solutions pour atténuer le virus. Alors, je sais bien que le virus ne va pas s'atténuer comme ça, mais il faudrait faire des choix cohérents. Parce que depuis le début, il n'y a pas de choix cohérent. Il faut que ça soit cohérent dans ce qu'on nous annonce et pas toutes les semaines ou au milieu de la semaine, on nous change à chaque fois les choix qui ont été faits. Vous, ce que vous nous dites, en fait, c'est que vous avez observé finalement que quand on limitait à l'extrême les interactions sociales, comme on l'a vu au printemps, il y a aussi un prix à payer pour cela. Oui, il y a un prix à payer et le lien social, il est hyper important. Aujourd'hui, on nous a demandé de mettre les masques à tous nos enfants et à nous-mêmes en tant qu'adultes. Moi, je trouve que les gens, certaines personnes, la plupart quand même, on est consciencieux. Les enfants aussi, hein, ils font les gestes barrières au collège, au lycée. Il faut quand même dire que les établissements scolaires aujourd'hui n'ont pas eu de cluster, hein. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire quand même. Donc, les enfants font attention. Ça veut dire que vous, en tant que présidente de la FCPE, vous observez plutôt un respect dans les écoles des consignes, et donc vous dites que la formule actuelle du confinement, elle vous convient. Alors, parce qu'elle permet à la fois aux enfants d'apprendre et à vous de travailler finalement. Mais je pense que, comme disait le médecin, c'est tous ensemble qu'il faut travailler.
Aujourd'hui, l'école, elle est hyper importante pour les enfants parce qu'on a bien vu qu'au premier confinement, on a perdu des enfants et je ne veux pas en reperdre aujourd'hui dans les établissements scolaires. Nous allons, c'est vrai que la cantine pose problème aujourd'hui parce que les établissements sont bondés et c'est là où je rejoins le médecin. Les interactions là sont importantes, donc c'est des aménagements où il y a possibilité de le faire. Monsieur Blanquer nous a encore annoncé quelque chose aujourd'hui où ça va être la moitié en distanciel et en présentiel au lycée. C'est pas possible. Il y a des enfants qui vont pas travailler. Donc, c'est à eux, gouvernement, si au premier confinement, ils nous avaient écouté de mettre que 20 élèves par classe, aujourd'hui, on ne serait pas dans les problématiques que l'on rencontre. Après, Madame Michel, c'est aussi des demandes paradoxales finalement que vous faites parce que vous demandez à la fois une forme de distanciation pour les enfants, distanciation qui ne semble pas possible à l'école concrètement, et en même temps, quand le gouvernement propose finalement un moitié présentiel, moitié distanciel pour permettre justement de respecter cette distanciation, ça ne vous convient pas non plus? Mais non, mais en fait, c'est pas ça. C'est si nous avez écouté dès le début, la FCPE, on se bat pour qu'il y ait 20 enfants par classe maximum. Aujourd'hui, si les 20 élèves par classe, dans toutes les classes, auraient été mis en place, on n'aurait pas les problématiques que l'on rencontre aujourd'hui. Il y aurait eu plus de facilité pour avoir un flux différent. Et puis le gouvernement, si vraiment il voulait travailler le flux, ce n'était pas à eux de le faire, il fallait qu'ils embauchent des gens. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Il fallait qu'ils travaillent sur le flux dans tous les établissements. Parce qu'un établissement, chaque établissement est différent, les bâtis sont différents, et je pense qu'il y a des personnes qui sont adaptées pour gérer les flux dans tous les établissements. Mathieu Revest, je reviens vers vous parce que Madame Hichet disait que, bon, à sa connaissance, il n'y avait pas de cluster finalement au sein des écoles ou des lycées. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose beaucoup. Là, on va parler avec Monsieur Motion et Monsieur Hervé du monde du travail, mais les gens se posent la question finalement, où est-ce qu'on l'attrape, ce coronavirus? Est-ce que c'est plus au travail? Est-ce que c'est plus dans les transports? Est-ce que c'est plus à l'école? Est-ce que c'est plus chez soi, entre soi? Vous, qu'est-ce que vous observez? Plusieurs choses. Déjà, quand on dit qu'il faut diminuer au maximum les interactions sociales, il faut intégrer le fait qu'il y a des interactions sociales qui ne sont pas éliminables. Et donc, justement, parce qu'il y en a qui ne sont pas éliminables, il faut que celles qu'on peut éliminer, on les élimine. L'école, à mon sens, est une interaction sociale non éliminable. Il faut évidemment que les enfants aillent à l'école pour plein de raisons. D'une part, il ne s'agit pas que cette épidémie sacrifie toute une génération et il ne faut pas sacrifier cette génération-là. D'autre part, les enfants s'infectent très peu et transmettent très peu. Et plus ils sont petits, plus c'est vrai. Malheureusement, l'inverse est vrai. C'est vrai que le lycée pose un souci. Alors, que ce soit l'école maternelle, primaire, il y a zéro souci, et le collège, pas trop non plus. Donc là, il faut permettre aux enfants d'aller à l'école. On ne pourra pas dire qu'il y a 0 enfants qui se seront contaminés à l'école. Probablement qu'il y en aura et qu'il y en a déjà eu, mais le nombre de ces contaminations est très minime et les enfants font des formes particulièrement frustres. Là où les gens s'infectent, c'est beaucoup dans la sphère privée quand même, beaucoup lors des fêtes, beaucoup lors des réunions, on reçoit des amis à la maison, là on s'infecte énormément. Et sur les lieux de travail, mais également au lycée, ce sont sur les réunions une fois qu'on n'a pas de masque, et effectivement la cantine pose un souci, notamment au lycée. Au collège et en maternelle et au primaire, ça ne pose pas vraiment de problème. Mais surtout que les enfants, vous savez, ils portent le masque et ils le porteront d'autant mieux que les adultes leur expliqueront à quel point c'est super de le porter, parce qu'en fait, c'est super parce que ça sauve des vies. Donc, au lieu de voir toujours le côté négatif, voyons le côté positif aussi. Et si on présente d'abord le côté positif, finalement, ça marche. Je suis d'accord que c'est contraignant, hein. Je suis bien sûr d'accord, mais en fait, c'est super parce que ça sauve des vies, quoi. Si on présente, enfin, moi, j'ai une fille qui est en CM1. Quand je lui présente les choses comme ça, elle est super contente de le porter, le masque. Il faut faire des enfants des super-héros qui sauvent des vies. Bien évidemment, mais c'est vrai. Donc, il faut... alors, sur les lycées, mais c'est pareil sur les universités, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de cluster dans les classes.
il n'y a pas eu de cluster dans les amphis pour la fac. Par contre, il y a eu des clusters sur les réunions d'élèves, de lycéens et d'étudiants quand ils se retrouvaient entre eux, à plusieurs. Donc là, il y a aussi beaucoup de pédagogie à faire, et ce sera vrai aussi pour le monde du travail. C'est que le monde du travail, là aussi, où j'introduis peut-être le sujet suivant, mais c'est vrai que tout ce qui est faisable en télétravail, il faut le faire en télétravail, et peut-être, et pour avoir des expériences un peu personnelles chez des amis ou autres, on voit certains employeurs qui n'ont pas encore pris la mesure quand même de cette gravité de la situation, et que justement, comme il y a des interactions sociales qu'on ne peut pas supprimer, parce qu'il y a du travail qu'on ne peut pas faire en télétravail, et donc il faudra bien du présentiel, parce que l'école, il faut bien que l'école soit ouverte, et donc il faut qu'il y ait des interactions sociales pour amener les enfants, etc. Et ben là où on peut faire du télétravail, on le fait. Oui, c'est peut-être moins bien, mais c'est transitoire. Et ce sera d'autant plus transitoire qu'on le fera bien, parce que sinon ça va être long. Et puis pour le monde du travail, c'est tout ce qui est moment de détente, où il faut être excessivement vigilant. Et je crois que le fait de manger de façon serrée dans une salle confinée, ça c'est dangereux, quoi. Faut pas faire ça, quoi. Alors, vous avez fait la parfaite transition, vous avez raison, sur le télétravail, hein, et je voulais aborder d'abord ce point d'abord avec vous, Monsieur Hervé. Tout le monde se souvient évidemment du premier confinement, du télétravail avec les enfants à côté, dans le salon, ce qui n'était pas toujours la panacée. J'imagine que chez Harmonie Mutuelle aussi, beaucoup de salariés ont vécu cette situation-là durant le premier confinement. Aujourd'hui, bon, la situation a changé. C'est un reconfinement avec une formule différente. Les enfants vont à l'école. Le gouvernement incite les entreprises à développer le télétravail 5 jours sur 5 si c'est possible pour lutter contre l'épidémie. Vous, vos salariés, comment le vivent-ils, ce télétravail? Est-ce qu'ils acceptent cette nécessaire distanciation pour éviter les consommations, les contaminations, ou est-ce que finalement, ils vivent ça comme un choix par défaut? Alors, en règle générale, ils acceptent parce que la plupart des Français sont quand même conscients de la situation. Maintenant, c'est vrai que le télétravail, cette notion d'incitation, faut quand même rappeler les différents propos du ministre de notre ministre du Travail, Madame Borne, qui rappelle bien que le télétravail, c'est la règle, c'est la norme. Ça doit aller au-delà d'une incitation, dans la mesure où c'est possible. Donc, pour répondre à votre question, à votre première question, comment les salariés vivent le reconfinement? La plupart correctement, bien. Un certain nombre de collaborateurs ont des difficultés parce qu'autant le premier confinement avait été brutal, exceptionnel, difficile pour certains, il ne faut pas l'oublier. Certains sont dans des conditions de logement ou situation personnelle qui ne facilitaient pas les choses. Mais voilà, en plus il faisait beau, il y avait un petit côté nouveau, on était parti pour 15 jours, on ne se rendait pas trop compte. Là, le reconfinement, pour un certain nombre de personnes, ça a rappelé quand même des mauvais souvenirs. Le fait on est entrés tous mobilisés dans le confinement, mais tous, je crois, on guettait aussi les informations. Tous les soirs, on avait cette espèce de décompte aussi des cas, des morts. Il y avait quelque chose, tout le monde enfermé chez soi, et il y a quelque chose de très angoissant. J'imagine que cela aussi, ça fait remonter ces souvenirs-là, et du coup, ça rend peut-être ce reconfinement un peu difficile à vivre pour certains. Ça fait remonter, et puis même si on n'a pas ou plus la problématique, si je puis me permettre, de devoir télétravailler, gérer les enfants en même temps, gérer éventuellement le conjoint, puisque en effet les enfants peuvent retourner à l'école, ça fait ressurgir en effet des mauvais souvenirs, ça c'est clair. Après, sur le télétravail, au sein d'Harmonie Mutuelle, comme je l'espère un certain nombre d'entreprises, c'est clair que le télétravail, c'est la norme. C'est télétravail à 100% dans la mesure du possible, c'est-à-dire que comme on est considéré comme activité essentielle, nos agences sont ouvertes. Donc là, du coup, le télétravail n'est pas possible. Et puis, on a quelques collaborateurs qui, soit aujourd'hui, ne sont pas équipés au niveau professionnel ou au niveau personnel, pour lesquels le retour sur site est nécessaire. Mais ce retour sur site doit absolument, en effet, s'accompagner de mesures très strictes. J'entendais M. Revest tout à l'heure parler des interactions et des risques de contamination quand il y a une grande proximité.
Les mesures, c'est fermer une salle de cafette quand elle est trop petite. C'est s'assurer qu'il y a largement plus d'un mètre entre chaque salle, entre chaque table. Et quand on dit table, ce n'est pas des tables collectives, c'est des tables individuelles. Les moments de convivialité, les réunions, les formations en présentiel sont interdites au sein d'Harmonie Mutuelle. Tout cela dans une démarche citoyenne pour éviter autant que possible la propagation du virus, en tout cas dans un cadre professionnel. Après, à titre personnel, même si on peut recommander et faire de la prévention, ça n'est plus de notre ressort. Et si on reparle justement de cette formule de reconfinement, vous diriez parce que ce reconfinement, il poursuit deux objectifs en fait. Il poursuit à la fois l'objectif évidemment de lutter contre l'épidémie, éviter au maximum de nouvelles contaminations, mais le second objectif aussi qui a été clairement établi, c'est de préserver l'activité économique, de permettre aux entreprises de continuer à travailler. Vous diriez que cette formule actuelle pour Harmonie Mutuelle vous permet justement, en mixant télétravail, présentiel, vous permet d'avoir une activité, je ne vais pas dire normale, mais vous permet en tout cas de poursuivre relativement efficacement votre activité? Alors, on est quand même un petit peu en mode dégradé, dans la mesure où, sans rentrer dans le détail, on a des connexions à certains endroits qui ne facilitent pas le télétravail. On a un très grand nombre de collaborateurs qui travaillent avec normalement 2 écrans. Quand ils sont à leur domicile, voilà, même si on essaye de déployer un deuxième écran, ce n'est pas toujours évident partout. Donc, on est dans des conditions dégradées, légèrement dégradées, ça dépend des services, ça dépend des activités. Mais à côté de ça, comme je vous le disais, on est activité essentielle. Notre activité de remboursement de soins, que ce soit en santé ou en prévoyance, doit nous obliger à maintenir un niveau de qualité vis-à-vis de nos adhérents. Donc, on a aussi un certain nombre de collaborateurs qui, au regard de notre activité, ont une vraie conscience professionnelle, comme toutes les entreprises, hein, j'en doute pas. On n'est pas plus Harmonie Mutuelle qu'ailleurs, mais c'est vrai qu'au regard de la finalité de notre mission, ils font vraiment le maximum pour pouvoir exercer leur mission dans des délais raisonnables. Alors, vous me disiez que votre objectif, en fait, c'est d'arriver à 80% de personnes en télétravail et 20% de personnes en présentiel. La question qui me vient à l'esprit, c'est après ce premier confinement, est-ce que vous avez quand même noté de la casse, entre guillemets, dans vos personnels? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont très mal vécu ce télétravail, très mal vécu cette distanciation, voilà, d'un point de vue psychique, tout simplement, d'un point de vue de l'équilibre émotionnel? Alors, notre objectif, c'est d'arriver à un taux de présence sur site de grand maximum 20%. Je dirais que là, aujourd'hui, on doit être maximum 10%. Donc, voilà, après d'un site à l'autre, mais voilà. Après, par rapport à la case dont vous faites parler, pour laquelle vous posez la question, c'est clair que, comme je vous le disais tout à l'heure, ce reconfinement fait ressurgir des mauvais souvenirs. On a des collaborateurs qui sont en grande difficulté, en grande détresse. Donc, on a mis en place un certain nombre d'actions qui peuvent être déployées, qui sont déployées, des cellules d'écoute, des contacts avec les équipes ressources humaines, contact aussi quand vraiment on a des situations de grande souffrance avec la médecine du travail, qui doit aussi être présente pour nous accompagner. Parce que c'est vrai que d'un côté, on dit 100% télétravail, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire quand un collaborateur ou une collaboratrice nous dit « moi, j'en peux plus de télétravailler 5 jours chez moi ». Alors, merci pour ce témoignage. Avant de venir vers vous, Monsieur Motion, je voulais demander à Magali Hichet, on a parlé un petit peu de télétravail. Je sais que vous avez aussi un travail en dehors d'être présidente de la FCPE. Vous avez aussi une famille, vous êtes maman. Ces difficultés de télétravail, vous les connaissez bien. Peut-être que vous pouvez apporter justement un peu votre témoignage. Alors moi, j'ai un travail qui ne me permet pas de télétravailler. Mais je suis toute seule quasiment dans la société. Enfin, je suis assistante de direction et financière, donc je suis seule à mon bureau et après j'ai des techniciens en dehors, hein, mais je ne peux pas télétravailler.
je télétravaillais puisque j'ai changé de travail cet été et je suis maman toute seule avec 7 enfants. Donc, vous voyez, la difficulté, j'en ai pas qu'une. Mais, et je pense, mais aux autres parents, moi, je peux me débrouiller, j'arrive à gérer ce que je peux gérer. Mais il y a des mamans aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué pour elles. Et c'est à ces moments où c'est papa, hein, parce qu'ils sont dans des difficultés. J'ai vécu le confinement du mois de mars en télétravail. Quand un patron vous dit Madame, quand vous êtes en télétravail, vous ne devez pas vous occuper de vos enfants. Quand vous avez une petite qui a 6 ans et qui demande comment je dois lire ça, maman, ben, vous êtes bien obligé de dire à votre patron, je suis obligé de vous laisser. Quand votre patron ne vous écoute pas, vous êtes obligé de vous craquer déjà et vous êtes obligé de vous retrouver en arrêt de travail. Donc, c'est là où j'ai perdu mon travail. Aujourd'hui, j'en ai retrouvé un, je suis contente et donc, c'est pour ça que je me mets aussi à la place de d'autres parents qui, eux, soit n'ont pas retrouvé de travail, ou alors on retrouve un travail, évidemment, et ils veulent le garder. Donc voilà la position des parents aujourd'hui. C'est pour ça que... Et puis l'école, c'est même pas le fait que les parents puissent aller travailler, c'est aussi que les enfants puissent garder un lien social. Parce qu'un lien social que entre nous, ce n'est pas le même. Et je vais poser aussi, si vous me permettez, une question à M. Revest, parce que je trouve ça important. Nous, au niveau de la FCPE, nous demandons surtout à l'État, c'est de fournir des masques inclusifs pour tous les enfants, puisque de CP jusqu'au CM2, surtout en CP, on sait bien que les enfants ont besoin de voir comment la maîtresse épelle les mots et tout. Est-ce que même cela, ça protège aussi les enfants comme les institutrices, parce qu'il faut avoir des masques pour les institutrices, mais aussi le même masque pour les enfants, parce que c'est un coût extrêmement élevé pour les familles, mais ce masque-là, je trouve qu'en élémentaire, il aurait été utile. Donc, c'était la question que je voulais poser au docteur. Alors, Monsieur Revest, vous avez bien entendu la question, parce que je crois qu'il y avait un problème de réseau. Bon, en fait, on n'en sait rien, mais il n'y a pas eu d'études, il n'y a pas eu d'évaluation bien faite de ces masques-là, mais ceci dit, les masques tissus faits à la maison et non plus, on va dire, donc les masques inclusifs pour les petites... pour les petits âges, j'ai envie de dire, au moment où c'est très important pour l'addiction, la maternelle. Enfin, en maternelle, ils n'ont pas besoin de porter le masque, mais dans les petites classes de primaire, ça me semble effectivement une bonne idée. Ça a un coût très important, mais bon, c'est comme ça. Hein. De toute façon, cette crise nécessite des dépenses. Ça me paraît une bonne idée. Voilà, oui, ça me paraît une bonne idée. Alors, Monsieur Motion, oui. Voilà, je voulais aussi votre témoignage sur ce télétravail. Ouais. Donc, vous avez une trentaine de salariés dans votre agence immobilière. Donc là aussi, vous avez mis en place un peu de télétravail, mais ce n'est pas toujours possible. Surtout, et c'est vrai, on n'y pense pas forcément, mais qu'il faut équiper souvent des gens en matériel et qu'en ce moment, ordinateurs, webcam sont un peu en rupture de stock. Vous avez du mal en tout cas à équiper vos salariés. Oui, on est un petit peu dans la dépanne, là. On a cherché des solutions chez les uns, chez les autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est délicat d'équiper efficacement nos collaborateurs et collaboratrices à distance. C'est difficile aussi pour les professeurs des écoles, parce que ma femme est professeure des écoles et elle a pris le choix d'acheter elle-même un masque transparent, pour la petite histoire. C'est panier personnel. Ce nouveau confinement, est-ce qu'il vous permet, vous, en tant qu'agent immobilier, de travailler efficacement? Parce que, je le rappelle, c'était aussi l'un des objectifs de ce reconfinement, de maintenir l'activité économique. Est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui que vous avez une activité économique quasi normale? Bon, il y a une vraie ambivalence, c'est clair. Il n'empêche que dans l'immobilier, il y a plusieurs métiers, syndic, gestionnaire de biens ou la transaction auquel les gens pensent le plus souvent. Et en définitive, nous sommes aussi dans une chaîne, la chaîne du logement. Et c'est vrai que je fais les 3 métiers. Et je peux vous dire qu'un ballon d'eau chaude, il tombe en panne, confinement ou pas confinement, un ascenseur aussi. Et donc, j'ai tout un back-office, j'ai du personnel qui est forcément en train de travailler à 100% de son temps par rapport à tout cela. On est obligé d'assurer le service. Je ne sais pas si on est en deuxième ligne, mais on est souvent en deuxième ligne et demie, certainement, quoi. Mais concrètement, vendre des appartements, c'est plus difficile en ce moment. On ne peut pas, puisqu'on n'a pas le droit aux visites. Donc là, c'est clair, net et précis.
J'étais mardi soir en visio, cette fois-ci avec beaucoup de monde, et dont la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, qui a réaffirmé donc la position qui rejoint celle de M. Revest, hein, c'est qu'il faut éviter les échanges et donc pas faire de visite. Et je rejoins cette idée, puisqu'en fin de compte, c'est des échanges aussi avec des gens inconnus. Quand on décide d'accepter un client, moi j'ai mis, je me souviens, alors maintenant on est un peu plus rodé, mais j'avais mis en place de façon plus ou moins artisanale, mais quand même efficace, un SaaS dans une agence de location. On a pas mal de flux. C'était très, très visible. On avait des gens qui arrivaient à traverser ce SaaS pour venir jusque dans l'agence. C'est assez terrible. C'est vraiment une éducation, je trouve, des gens qui est importante. Parce que moi, j'ai subi 3 cas de Covid, pardon. Ça n'a jamais été au sein de l'entreprise. En définitive, c'est toujours une réplique. J'ai une de mes collaboratrices, c'est sa fille qui a 20 ans, qui avait fait une petite fête ici ou là. La dernière, c'était en sortant de la salle de sport, un pot avec ses collègues. Et qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas un cas Covid chez moi, mais c'est son petit ami qui est cas contact. Et je peux vous dire que les cas contacts, c'est très problématique pour l'organisation dans les petites sociétés. Dans les grandes sociétés, vous avez des remplaçants à tout va, oui. Mais moi, j'ai plusieurs sites, des endroits où il y a que 3 personnes ou 4 personnes. C'est extrêmement problématique quand tout de suite 1 ou 2 absents. D'après vous, est-ce que tout le monde joue le jeu dans ce reconfinement? J'ai l'impression que finalement tout le monde interprète les règles du confinement un peu à sa façon pour mieux le contourner. Il y a de la triche? Alors, je suis comme représentant syndical professionnel et je porte la parole de la FNEM. Bien évidemment, nous avons tout de suite élaboré un protocole sanitaire efficace et en plus, on a confirmé les règles où les visites sont interdites. Maintenant, comme disait M. Revest ou d'autres personnes, on voit bien qu'il y a du monde dans la rue, c'est plus facile de se mélanger un petit peu et donc ce confinement qui est plus flou, vraiment, quelques francs-tireurs essaient d'en profiter. Depuis, je sais que maintenant la DGCCRF va commencer à faire des visites impromptues pour sanctionner quelques-uns, et c'est bien normal. D'après vous, du coup, ce reconfinement, il manque de clarté. Oui, d'un certain côté, il a manqué de clarté. Maintenant, attendez, c'est compliqué, avant toute chose, je ne jette pas la pierre et je pense même qu'on est obligé de s'adapter au fur et à mesure. Les connaissances, la situation, la montée de tension, la baisse de tension, on s'adapte. C'est comme dans le sport, il faut s'adapter aussi. Mais franchement, c'est, à mon sens, vraiment une conscience personnelle qu'il faut avoir. Parce que dans les entreprises, on fait attention et dès lors qu'on fait attention, ça se passe bien. Moi, le 11 septembre, j'ai organisé l'Assemblée générale de tous les agents immobiliers de Bretagne. On a fait ça au Palais des Congrès de Saint-Malo. On avait tout le palais pour nous, sur 2 niveaux, avec des règles très strictes. Il n'y a pas eu de cluster, 100 personnes, mais dans un espace suffisamment grand, avec des règles suffisamment claires. Et on n'a eu aucun problème. Monsieur Hervé, vous diriez aussi que la gestion des cas contacts, c'est un problème pour votre entreprise? Dans la mesure où on a quand même une grande partie de notre activité qui est télétravaillable, je me retrouve, Harmonie Mutuelle se retrouve moins dans les difficultés qu'a pu évoquer monsieur Motion. Alors, je ne vais pas vous cacher que oui, quand on a des cas contacts, c'est le télétravail qui est imposé, le temps de se rassurer. Mais on arrive à le gérer, je pense, plus facilement que dans des plus petites structures qui nécessitent une présence sur site, comme réparer un chauffe-eau, par exemple. J'ai pris le temps, moi, de questionner chacun, justement, par rapport à ce qu'il voulait faire ou pas. C'est la dimension humaine. Et je peux vous affirmer que personne ne réclame le télétravail 5 jours sur 5. Mathieu Revest, vous vouliez intervenir? Oui, je suis très heureux d'entendre tout ce qui vient d'être dit, en fait, parce que moi, je ne suis pas sûr que le confinement tel qu'il a été édité par nos autorités soit ni flou ni inefficace.
Il y a deux façons de voir, enfin d'illustrer ça, c'est que c'est qui les malades qu'on a? Ce sont essentiellement des malades qui se sont contaminés dans la sphère familiale ou dans la sphère festive. On a quelques contaminations d'ici de là dans des entreprises, mais ça reste assez marginal et j'ai envie de dire si avec ça, ce ne serait pas un problème. Donc il faut encore une fois que chacun identifie bien et ait bien conscience de tout ça. Et je veux dire, aller manger chez des amis en ce moment, il ne faut pas le faire, quoi. Voilà, ça, il ne faut pas le faire, quoi. Ça, faut pas le faire. C'est pénible, hein, moi j'adore aller manger chez mes copains, quoi. Mais pour l'instant, faut pas le faire. Et je trouve que quand je disais les interactions sociales obligatoires, il y a plein d'activités économiques qu'on est obligé de faire en présentiel. Celles-là, on les fait parce que ça sert pas que pour gagner de l'argent, ça sert aussi à faire. Là, je prends ma casquette, ça sert aussi à donner de l'argent à l'hôpital, vous voyez. Donc c'est important. Et puis il y a une autre façon de voir aussi, c'est que quand vous voyez ce qui s'est passé en Suède, dès la première vague, ils ont dit, le gouvernement, ce qu'ils ont dit, vous savez qu'ils n'ont pas été confinés. Mais ils ont dit, voilà ce qu'il faut pour éviter la contamination, c'est diminuer les interactions sociales au maximum. On a vu que l'activité a diminué de 70%, que les interactions sociales ont diminué de 90%, parce que les gens d'eux-mêmes, ils ont fait l'effort. Et peut-être qu'il faut aussi dire aux gens, c'est qu'il faut peut-être arrêter de se dire, qu'est-ce que va faire l'État pour moi pour lutter contre cette épidémie-là ? Qu'est-ce que va faire mon employeur pour moi, même si les employeurs, moi je souscris à ce que dit M. Motion, ce qui a été fait dans l'immense majorité des entreprises, il y a toujours des brebis galeuses, mais dans l'immense majorité des entreprises, c'est super ce qui a été fait en termes de protocoles sanitaires et ça marche très bien, quoi. Mais au lieu de dire qu'est-ce que mon employeur ou l'État peut faire pour moi, c'est qu'est-ce que je peux faire moi contre cette épidémie. Et ce que je peux faire moi contre mon épidémie, c'est d'aller au travail quand je ne peux pas faire autrement, parce que ça participe aussi à l'activité de chacun d'entre nous, mais le faire en respectant les mesures barrières. Et puis oui, je ne vais pas manger chez mes copains. Oui, je ne fais pas de grandes réunions de famille à 30, ça ne faut pas faire. Je reste dans mon cœur de foyer, point. Et puis le reste, on fait le dos rond, quoi. Je sais que c'est pénible, mais c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça que font les pays où ça se passe bien. C'est parce que chacun a une conscience individuelle de dire oui, moi j'ai un rôle pour lutter contre cette épidémie-là. Et franchement, si on n'arrive pas à faire comprendre ça aux gens, c'est là où on n'y arrivera pas. Et quel que soit, parce que moi je ne suis pas pour un confinement strict de mars, je suis d'accord qu'il serait délétère là. Donc on ne peut pas le faire, ça. Donc la seule façon de faire, c'est faire un confinement comme on a fait là. Bien sûr qu'il y a des aberrations, mais c'est à la marge. Et puis que chacun prenne son lot et se dise, voilà, moi, je vais pas aller boire des bières avec les copains, quoi. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. On va s'arrêter là. Merci à tous d'être venus donner votre point de vue. Je trouve que la conversation a été très enrichissante, en tout cas pour moi. J'espère qu'elle le sera aussi pour les internautes. Vous avez donné votre avis à la fois en tant que professionnel et personnellement aussi sur ce reconfinement qui touche justement ces deux sphères, la sphère professionnelle et la sphère privée. Je vous en remercie énormément. Le président de la République, lui, a promis de faire le point, on le sait, tous les 15 jours. Donc, le prochain rendez-vous, ça devrait être la semaine prochaine. On n'a pas encore exactement la date, mercredi, s'il respecte ce délai de 15 jours. On devrait alors en savoir un petit peu plus sur le futur, un petit peu de ce confinement. En tout cas, vous l'avez dit aussi, Mathieu Revest, d'ici là, ne pas oublier de porter le masque, évidemment, de respecter les gestes de barrière et de ne pas aller boire des pots ou manger chez ses amis, puisque c'est bien là que se situe le plus grand risque. Et adapter cette discipline personnelle, c'est là encore la meilleure façon d'aider nos soignants. Merci à tous. Merci à tous. Et restons confiants. Oui, restons confiants. Vous avez raison. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Merci à vous. Pas de souci. Au revoir.